Après le système nerveux, on va voir le deuxième système de communication de l'organisme qu'on appelle le système endocrinien. Endocrinien, c'est les molécules qui sont rejetées à l'intérieur de l'organisme, et généralement on appelle ce système aussi le système hormonal. Le système hormonal permet à l'organisme de réagir à des variations de l'environnement, à tout changement de l'environnement qui correspondent à des agressions, un stress, une compétition. Et ces changements d'environnement créent en général ce qu'on appelle des réactions émotionnelles, c'est-à-dire la naissance d'émotions. Ces émotions sont contrôlées ou ont pour origine l'action d'hormones à l'intérieur de notre organisme. Donc c'est juste une partie d'adaptation de l'organisme qui va être dirigée ou qui va être contrôlée par les hormones dans l'organisme. Par exemple, on va avoir une sensation qui est la peur, et la peur va créer la production d'adrénaline, qui est une hormone, qui va augmenter le rythme cardiaque, la libération de glucose, la circulation du sang et la production d'énergie, et ça va permettre, en cas de peur, à ce que l'organisme soit prêt pour réagir en produisant un maximum d'ATP ou d'énergie pour réagir à la situation de peur. Le système hormonal, il peut être aussi utilisé pour l'homéostasie, c'est-à-dire un contrôle régulier de toutes les molécules qui se trouvent dans l'organisme. Ici, je donne l'exemple du contrôle de la concentration de glucose dans le corps. L'insuline est une hormone qui va permettre justement de réguler la quantité de glucose qui se trouve dans le sang. Donc ça, c'est un exemple, on verra d'autres exemples dans le cours. Les hormones peuvent travailler aussi au niveau du développement et de la croissance de l'organisme. Il existe plusieurs hormones qui vont réagir sur plusieurs organes en même temps et qui vont permettre la croissance de ces organes. On va parler par exemple d'hormones de croissance comme l'hormone GH qui va permettre de travailler sur plusieurs organes en même temps et permettre la croissance générale de l'organisme. Il y a aussi deux types d'hormones, les hormones sexuelles par exemple, qui vont permettre la transformation de l'organisme pour la reproduction. Il y a une relation entre le système nerveux et le système hormonal. Généralement, ce lieu de communication, d'intercommunication, on prend l'exemple de l'hypothalamus et de l'hypophyse parce que c'est le lieu principal, il en existe d'autres, mais on verra la relation entre le système nerveux et le système hormonal. Le système nerveux contrôle une partie du système hormonal. Alors, le contrôle hormonal, on va d'abord définir ce que c'est une hormone. Donc, c'est une molécule chimique qui est produite par des cellules au niveau de glandes. La glande, c'est un organe composé de cellules sécrétrices qui va permettre la fabrication de molécules chimiques, les hormones. Elles vont transporter un message et elles vont être transportées généralement par le sang vers un organe cible. Et l'organe cible va être adapté à un type d'hormone. Comment est-ce que l'organe cible reconnaît l'hormone? En fait, c'est assez simple. C'est que l'organe cible possède des récepteurs spécifiques à une hormone en particulier et la forme de l'hormone et la forme du récepteur sont des formes complémentaires, ce qui permet à l'organe cible de reconnaître et de changer d'activité en fonction de la réception de l'hormone. L'organe cible peut avoir deux réactions face à une hormone. Il peut avoir un effet stimulateur. L'hormone peut avoir un effet stimulateur, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'activité de l'organe, ou alors une hormone peut avoir un effet inhibiteur, c'est-à-dire le contraire, on va diminuer l'activité de l'organe. Ici, vous avez la définition du récepteur spécifique et de la forme complémentaire entre l'hormone et le récepteur qui permet la connexion de ces deux molécules ensemble. Au niveau des messagers chimiques, il y a différents types de communication. La première que l'on a vue dans le système nerveux, la cellule nerveuse envoie des neurotransmetteurs ou des neurohormones à une autre cellule, et cette cellule a des récepteurs qui peuvent recevoir l'information de la neurohormone. Donc ici, c'est une communication que l'on appelle aussi une communication synaptique. La communication autocrine, on ne l'a pas vu en classe, mais c'est une cellule qui va s'auto-stimuler en produisant des hormones qui vont faire réagir ses propres récepteurs. Ici, on a plutôt vu en classe la communication entre deux cellules proches,
une cellule va libérer des hormones qui va activer les récepteurs d'une cellule qui se trouve juste à côté. Donc on n'a pas besoin du sang ici pour transporter l'hormone. Elle est transportée ou elle est rejetée dans l'environnement qui est directement captée par la cellule qui est voisine. Et la communication endocrine, ici, ce sont deux cellules très éloignées l'une de l'autre dans l'organisme qui vont communiquer grâce à une hormone. Et là, on a besoin du sang pour transporter l'hormone d'un point A à un point B. Au niveau du contrôle des cellules sécrétrices, c'est-à-dire des cellules qui produisent ici les hormones, donc cette cellule ou cette cellule, vous allez avoir plusieurs systèmes de contrôle. Les glandes peuvent être contrôlées par le système nerveux directement, par une autre hormone ou par les variations de concentration de molécules dans le sang. Donc on va voir pour ces trois exemples, on va voir dans cette partie les trois exemples que l'on a vus en classe. Alors le contrôle du système nerveux, on va parler de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Ici vous avez par exemple une hormone RH qui va être libérée par l'hypophyse, le système nerveux, et qui va permettre d'activer la fabrication de d'autres hormones produites par l'hypophyse, les cellules de l'hypophyse. Donc RH, une neurohormone, stimule la fabrication d'une autre hormone, FSH, LH. Alors l'exemple numéro 2, c'est le contrôle d'une hormone par une autre hormone. Ici, si on prend FSH et LH, on se retrouve ici au niveau d'un organe sexuel mâle, c'est-à-dire des testicules. Ici, vous avez le tube séminifère, et entre les deux tubes séminifères, vous avez des cellules qu'on appelle des cellules de Leydig. FSH va permettre de stimuler l'activité des cellules de Sertoli, alors que LH va activer la production de testostérone par la cellule de Leydig. Donc l'hormone numéro 1 va activer la fabrication d'une hormone numéro 2. Le contrôle établi par les concentrations de molécules qui se trouvent dans le sang. Ici, on va prendre un premier exemple. Ici, vous avez le taux de glucose qui est important. Les cellules du pancréas, qui se trouvent au niveau des îlots de l'engérance, vont capter la forte concentration de glucose dans le sang. On appelle ça la glycémie. La glycémie est forte. En réaction à cette glycémie qui est trop forte, trop élevée, elles vont produire une hormone, les cellules vont produire une hormone qui s'appelle l'insuline, qui passe dans le sang et qui ordonne ou qui donne un message au foie ayant les récepteurs à l'insuline. Ce foie va permettre le stockage du glucose sous la forme d'une nouvelle molécule qu'on appelle le glycogène. C'est la forme de réserve du glucose. Donc le foie, grâce à l'activité de l'insuline, permet de stocker le glucose sous forme de glycogène. La quantité de glucose dans le sang diminue, la glycémie diminue. Donc l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Elle permet de diminuer, la glycémie. Dans un deuxième cas, si la quantité de glucose est faible dans le sang, la glycémie est faible, les cellules de pancréas des îlots de l'engérance vont capter cette concentration faible de glucose et elles vont non pas libérer de l'insuline, mais elles vont libérer une deuxième hormone qui s'appelle le glucagon. Le glucagon est transporté par le sang et arrive directement aux cellules du foie qui possèdent aussi d'autres récepteurs qui sont des récepteurs au glucagon. Ces récepteurs actifs permettent aux cellules de foie de libérer du glucose en hydrolysant le glycogène. Le glycogène, c'est la forme de réserve de glucose. Si vous hydrolysez du glycogène, vous libérez du glucose. En libérant du glucose, j'augmente la glycémie. Donc le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Elle permet d'augmenter la glycémie à l'intérieur donc la quantité de glucose à l'intérieur du sang. Le système endocrinien en général, vous avez quelques glandes et quelques hormones à connaître. Donc ici, vous avez une liste. Pancréas avec l'insuline et le glucagon, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Les testicules avec la production de testostérone. On a vu l'année dernière, en étudiant l'appareil reproducteur mâle, que la testostérone avait deux effets importants dans l'organisme. Elle va activer la production de spermatozoïdes, c'est-à-dire la spermatogénèse, et permet aussi la formation des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire que le passage de l'enfance à l'adolescence, vous avez des nouveaux caractères, l'apparition de poils, de muscles, la voix qui change, etc. Donc le jeune garçon va petit à petit se transformer ou transformer son organisme en garçon plus mature, plus mûr,
avec le développement de certains organes. Pour l'appareil génital féminin, vous avez les ovaires qui vont produire deux hormones, l'œstrogène et progestérone, qui vont être produites à différents moments du cycle. Les 14 jours du cycle, vous avez la production d'œstrogène, qui va permettre le renouvellement de la paroi de l'utérus, qui permet aussi en général les caractères sexuels secondaires chez la femme. La progestérone, elle est produite après le 14e jour grâce au corps jaune, après l'ovulation. Il y a deux rôles de la progestérone. Il va permettre de bloquer les règles, c'est-à-dire tant qu'il y a de progestérone, il n'y aura pas de règles. Après le 28e jour, la progestérone diminue, donc il y aura la réapparition des règles. Et le deuxième rôle de la progestérone, c'est d'augmenter la température du corps de la femme, qui permet d'augmenter le métabolisme de la femme. Au niveau de l'organisme, vous avez une glande qui s'appelle la thyroïde, qui va permettre la fabrication de la thyroxine, qui permet de stimuler le métabolisme et va aider donc à la croissance. Autour de la thyroïde, vous avez une autre glande que l'on appelle la parathyroïde. Elle va fabriquer la parathormone, qui est une hormone de contrôle de la concentration de calcium et de phosphate dans le corps. Ce calcium et ce phosphate vont être importants parce qu'ils sont utilisés dans différentes réactions chimiques. Et le lieu de stockage du calcium, en fait, c'est le squelette. Donc grâce à la parathormone, on va stocker ou pas le calcium et le phosphate sous la forme du squelette. Au-dessus des reins, vous avez des petites glandes qu'on appelle les glandes surrénales qui vont fabriquer deux hormones importantes, l'adrénaline et la noradrénaline. Comme elles ont des effets très proches l'une de l'autre, ici j'ai indiqué seulement l'activité de l'adrénaline, en sachant que la noradrénaline a une activité ou une action très proche. Donc l'adrénaline permet d'augmenter l'activité cardiaque, la ventilation, la contraction des vaisseaux sanguins qui permet d'augmenter la circulation sanguine, etc. Donc tout ça, l'adrénaline va permettre d'augmenter la fabrication d'énergie dans le corps pour réagir à une situation nouvelle et pour réagir à un stress par exemple. Alors l'antéhypophyse et la posthypophyse. L'antéhypophyse, c'est la partie de la glande de l'hypophyse qui se trouve à l'avant, on appelle ça aussi adénohypophyse, et la posthypophyse, c'est la partie de l'hypophyse qui se trouve à l'arrière du corps. On verra ça un petit peu plus tard. L'antéhypophyse va produire une hormone de croissance qu'on appelle GH, ou en français STH. FSH, c'est une hormone qu'on a vue l'année dernière, c'est l'hormone qui stimule les follicules chez la femme et qui stimule les cellules de Sertoli chez l'homme. LH, c'est une hormone qu'on a vue aussi l'année dernière qui stimule le corps jaune chez la femme ou les cellules de Leydig chez l'homme. La prolactine, c'est une hormone qui va stimuler la production du lait par les glandes mammaires. La posthypophyse va produire, alors ici je donne seulement un exemple qui est l'ocytocine, une hormone très importante surtout chez la femme, qui va permettre la contraction des glandes mammaires pour faire sortir le lait des glandes mammaires. Et le deuxième rôle de l'ocytocine, c'est la contraction de l'utérus lors de l'accouchement, de la sortie du bébé. Donc il y a des contractions qui vont permettre de faire sortir le bébé, des contractions de l'utérus. Ici, vous avez la localisation des différentes hormones dont on a cité tout à l'heure. Donc l'hypothalamus, c'est la zone nerveuse qui va réagir directement sur l'hypophyse. La thyroïde se trouve au niveau du cou, la parathyroïde se trouve autour de la thyroïde. Le thymus, on n'a pas vu l'action du thymus. Les glandes surrénales au niveau des reins, vous avez au-dessus des reins, vous avez ici les glandes surrénales. Le pancréas, la production d'insuline et de glucagon. Et au niveau des appareils reproducteurs, avec les testicules ici ou les ovaires chez la femme. Et la dernière partie que l'on va voir dans ce cours, c'est la relation entre l'hypothalamus, la zone du cerveau, et l'hypophyse, une petite glande qui se compose de deux parties. Alors vous avez la partie ici à l'arrière, que l'on appelle la post-hypophyse. Donc ici vous avez la zone, là vous avez le devant, vous avez l'arrière du cerveau. L'adénohypophyse ou l'antéhypophyse se trouve ici. Et la posthypophyse se trouve à l'arrière. Posthypophyse, antéhypophyse.
La posthypophyse d'abord, donc c'est la partie la plus facile. Vous avez les cellules nerveuses de l'hypothalamus qui descendent directement vers la posthypophyse. La posthypophyse fabrique des neurohormones comme l'ocytocine qui passent dans le sang. Pour l'antéhypophyse, en fait, il y a deux parties importantes. Les neurones de l'hypothalamus arrivent et produisent des neurohormones que je vais appeler RH, Releasing Hormone, qui vont passer dans le sang et qui vont activer d'autres cellules qui se trouvent dans l'antéhypophyse. Les cellules de l'hypophyse seront stimulées par ces neurohormones et ces cellules vont fabriquer de nouvelles hormones comme GH, proline, LH, FSH, et toutes ces hormones vont repartir dans le sang. Donc en fait, dans l'antéhypophyse, vous avez deux étapes. Première étape, une neurohormone qui stimule les cellules de l'hypophyse. Deuxième étape, les cellules de l'hypophyse qui fabriquent les hormones qui vont être libérées par l'antéhypophyse. Alors que dans la posthypophyse, vous n'avez qu'une seule étape. Les neurones vont directement dans la posthypophyse, libérant la neurohormone comme par exemple l'ocytocine. Vous avez l'explication ici au niveau du cours de votre cours. Ici, vous avez l'explication, la différence entre la posthypophyse et l'antéhypophyse au niveau du fonctionnement. Voilà pour la partie sur le système endocrinien. Je vous souhaite bon courage pour cette partie de cours.